Vous n'êtes pas de la famille. Mon petit-fils l'a dit devant tout le monde. Cousins, oncles, voisins, tous réunis autour de la longue table en chêne. Sa voix était tranchante, assurée, le genre de ton destiné à blesser. Et il a blessé. La pièce n'est pas tombée dans le silence. Non, elle a continué à vivre au son de rires gênés, de verres qui tintent et de regards qui se détournaient de moi, comme si j'étais devenue invisible en un instant. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. Je suis juste restée assise là, les mots résonnant dans ma poitrine plus fort que le brouhaha ambiant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la trahison ne se manifeste pas toujours par des tempêtes. Parfois, elle prend la forme d'une seule phrase, prononcée par l'enfant que vous avez autrefois porté sur vos épaules. Mais voici ce que personne dans cette pièce ne savait. Chaque brique de cette maison, chaque euro derrière ce festin, chaque sourire qu'ils arboraient si confortablement. Tout avait commencé avec moi. Et avant que la nuit ne soit finie, ils allaient se souvenir de cette vérité d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter en indiquant d'où vous nous regardez. J'ai regardé de l'autre côté de la table, vers Mathieu, mon fils. Il était occupé à découper le gigot, souriant comme si de rien n'était. Eliane, sa femme, s'est penchée pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a ri trop fort, comme si elle voulait que toute la pièce entende son bonheur. Je connaissais ce rire. Ce n'était pas de la joie. C'était du triomphe. Et à cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une remarque désinvolte de mon petit-fils. Non, c'était orchestré, planifié. J'étais en train d'être effacée de ma propre famille. J'ai attrapé mon verre d'eau. Des mains stables dissimulant la tempête en moi. Le cristal a tremblé, non par faiblesse, mais par tenue, sous le poids des souvenirs qui se heurtaient au présent. Mon petit-fils, Étienne, était assis bien droit, les épaules carrées. Il devait avoir 16 ou 17 ans maintenant, assez grand pour connaître le pouvoir des mots, assez grand pour comprendre ce que signifiait la trahison. Son regard a fui le mien rapidement, mais j'ai surpris une lueur de défi. Un voisin de l'autre côté de la table a tenté d'alléger l'atmosphère. Quelle belle soirée, n'est-ce pas, Hélène? Belle maison, belle famille. Ces mots étaient comme du vinaigre. J'ai hoché la tête, forçant un sourire, mais à l'intérieur, je pensais, oui, belle maison. Mais qui l'a construite? Le dîner a continué, tintements découverts, murmures de conversation. Mais pour moi, chaque son était assourdi, brouillé par l'écho des mots d'Étienne. Tu ne fais pas partie de la famille. Je me suis excusée de table après un moment, marmonnant quelque chose sur le besoin de prendre l'air. Personne n'a protesté. Personne ne m'a suivi. C'était en soi la réponse que je ne voulais pas, mais dont j'avais besoin. Il se passait très bien de moi. Le couloir était faiblement éclairé, bordé de photographies de famille. Mes photographies, autrefois. Maintenant, elles racontaient une histoire dont je ne faisais plus partie. Mathieu et Eliane souriant à un gala. Étienne dans son uniforme de foot, tenant un trophée. Émilie, ma petite fille, surprise en plein rire un jour d'été. Mais moi, mon visage était absent. Les photos que j'avais autrefois choisies, encadrées, avaient été remplacées. Mes pas se sont ralentis alors que je les étudiais, réalisant que j'avais déjà été effacée bien avant qu'Étienne ne prononce ces mots à voix haute. Je me suis arrêtée près de la porte du salon. De là, je pouvais entendre le bavardage à table, étouffé, mais sans équivoque. La voix d'Eliane était aiguë et claire. Eh bien, les choses vont mieux maintenant. On peut enfin recevoir convenablement. Puis des rires, suivis de l'approbation fière de Mathieu. Mieux maintenant. Recevoir convenablement. Des mots qui laissaient entendre que ma présence avait été ce qui les retenait. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui que j'avais acheté il y a 20 ans. Mes doigts ont tracé le cuir usé. Chaque pli m'était familier. Chacun un souvenir des nuits passées ici à tenir Mathieu enfant, à lui lire des histoires jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et maintenant, son fils, le garçon qui s'était assis sur mes épaules en me suppliant de lui raconter les mêmes histoires, m'avait déclarée étrangère. La maison était vivante d'échos, pas seulement de ce soir, mais de décennies. Eliane pouvait redécorer tout ce qu'elle voulait, accrocher de nouvelles photos, acheter de nouveaux rideaux, mais les murs savaient, les planchers se souvenaient, et moi, je me souvenais. Mamie. Une voix douce m'a tiré de mes pensées. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains jointes nerveusement devant elle. Elle avait 15 ans, avec des yeux doux qui me voyaient encore. Sa voix était à peine un murmure.
Je suis désolée pour ce qu'Étienne a dit. J'ai souri, même si ça faisait mal. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Ses sourcils se sont froncés. Mais ce n'était pas vrai. Tu es de la famille. Tu es tout. Elle a hésité, jetant un coup d'œil vers la salle à manger. Il ne le voit pas, mais moi, je le vois. Ces mots m'ont presque brisé plus que ceux d'Étienne, parce qu'ils étaient sincères, et la sincérité était rare dans cette maison maintenant. Je me suis penchée en avant, baissant la voix. Émilie, écoute-moi. Parfois, les gens oublient d'où ils viennent. Ils oublient qui les a aidés à se tenir debout. Mais oublier ne change pas la vérité. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je déteste la façon dont il te traite. La haine est un lourd fardeau, dis-je doucement. Laisse-moi le porter. Toi, contente-toi de te souvenir. Elle a essuyé ses yeux rapidement, craignant d'être surprise à me montrer de la loyauté. Puis elle est retournée vers la salle à manger, me laissant seule avec mes pensées. Je suis restée dans ce fauteuil bien après que les assiettes aient été débarrassées et que les rires se soient tus. La maison est devenue silencieuse, mais pas mon esprit. J'ai repassé les mots d'Étienne encore et encore, non pas pour me punir, mais pour les graver plus profondément, pour ne jamais oublier la leçon. Les gens à qui vous donnez tout peuvent encore décider que vous n'êtes rien. Mais ils avaient tort. Et le moment viendrait où on le leur rappellerait. Pas avec de la colère, pas avec des cris. Avec la vérité. Avec quelque chose de plus fort que le bruit. Cette nuit-là, quand je me suis enfin levée pour aller dans ma chambre, je suis repassée devant la table en chêne. Elle était vide maintenant, parsemée de miettes et de verres à moitié pleins. J'ai posé ma main sur sa surface, sentant le grain du bois. J'avais construit cette table de mes propres mains avec mon défunt mari, Gérard. Chaque repas de famille, chaque célébration, chaque dispute, chaque réconciliation avait eu lieu dessus. Ce soir, elle avait été la scène de mon humiliation. Mais demain, ou le jour d'après, elle serait le témoin de quelque chose d'autre. Dans le silence, j'ai murmuré au bois lui-même. Pas encore. Mais bientôt. Les lumières du couloir ont clignoté, et j'ai réalisé qu'Eliane avait éteint la plupart des interrupteurs, me laissant dans une quasi-obscurité. Elle n'avait pas vérifié si j'étais à l'aise. Ne m'avait pas demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Pourquoi l'aurait-elle fait? À ses yeux, j'étais déjà partie. J'ai monté les escaliers lentement, non pas parce que mes jambes étaient faibles, mais parce que chaque marche était un rappel que c'était encore ma maison. La rampe sous ma paume était polie par des années de mon contact. Le grincement de la 3e marche, l'affaissement de la 5e. Ces imperfections étaient les miennes. Elles appartenaient à ma vie. En arrivant en haut, j'ai entendu la voix de Mathieu en bas, faible, mais assez claire. Elle ne sera plus là très longtemps. Fais-moi confiance. Le rire d'Eliane a suivi, froid, confiant. Je suis restée là, dans le noir, le cœur maintenant stable. Ils pensaient que je n'entendais pas. Ils pensaient que j'étais finie. Mais ils avaient tort. Car ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'est que j'avais déjà commencé à me préparer. Silencieusement, patiemment. Avec du papier, pas du bruit. Et quand le moment viendrait, ils ne se souviendraient pas seulement que j'étais de la famille. Ils se souviendraient que j'étais la fondation. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de l'âge, pas à cause de la douleur, mais à cause de la mémoire. La mémoire est une chose tenace. Elle ne se repose pas quand on le lui demande. Elle s'infiltre par les fissures, se rejoue en boucle. Et alors que j'étais allongée dans ma chambre, je revenais sans cesse à la première fois où j'avais porté Mathieu dans cette maison. Elle n'était pas aussi raffinée à l'époque. Les murs étaient en plâtre nu, les planchers sentaient encore la sueur. Eliane n'était même pas dans le tableau. C'était juste moi, une jeune femme, tenant mon garçon dans mes bras, lui promettant que cet endroit serait toujours son ancre, son refuge. Et pendant des années, j'ai tenu cette promesse. Mais les promesses, j'ai appris, peuvent être tordues quand les gens oublient leurs origines. Le matin est arrivé, gris et humide. Je me suis levée tôt, comme toujours, bien avant que le reste de la maison ne s'agite. Je me suis dirigée vers la cuisine, celle que j'avais conçue pour capter le lever du soleil à travers sa large fenêtre. La cafetière a ronronné, remplissant le silence d'un réconfort que la langue acérée d'Eliane ne pourrait jamais offrir. Je me suis assise à la table, regardant la lumière poindre sur le jardin. Et j'ai pensé aux années passées. Comment Mathieu s'asseyait en face de moi, un petit garçon aux genoux écorchés, posant des questions sur tout. Pourquoi le ciel changeait de couleur?
Comment le bois devenait une table? Pourquoi certains hommes brisaient leurs promesses alors que d'autres les tenaient? J'ai répondu à toutes les questions que je pouvais. Et quand je ne savais pas, je lui disais la vérité. On apprend au fur et à mesure, mon fils. Et pourtant, nous en étions là. Il avait cessé de demander, cessé d'écouter. Déjà levé? Une voix m'a surprise. Eliane se tenait dans l'embrasure de la porte, son peignoir de soie bien noué, ses cheveux parfaitement épinglés, bien que le soleil soit à peine éveillé. Elle ne m'a pas regardé en parlant. Elle ne le faisait jamais. Elle est allée directement au réfrigérateur, l'a ouvert et a sorti une bouteille de jus. Oui, dis-je simplement. Elle s'est versé un verre. Vous savez, Hélène, il serait peut-être temps d'envisager de déménager dans un endroit plus petit, plus gérable. Un lieu adapté à votre étape de vie. Ces mots dégoulinaient de politesse, mais son regard ne s'est jamais adouci. Cet endroit est gérable, ai-je répondu, calme. Elle a siroté son jus, souriant faiblement. Pour l'instant, peut-être. Mais les choses changent. Les familles s'agrandissent, les maisons évoluent, et parfois, les vieux espaces ont besoin de nouvelles fonctions. J'ai croisé son regard. Cette maison a une fonction. Elle en a toujours eu une. Son sourire s'est élargi, mince, répété. Eh bien, nous verrons. Elle a laissé le verre à moitié fini sur le comptoir et est sortie. La cafetière a crachoté sa dernière goutte. Je suis restée assise là, laissant ces mots flotter dans l'air comme de la fumée. Déménager. Espace plus petit. Étape de vie. Ils étaient déjà en train de m'écrire hors du scénario. J'ai repensé à Étienne, sa voix tranchante à table. Tu ne fais pas partie de la famille. Peut-être n'avait-il pas trouvé ces mots tout seul. Peut-être lui avait-il été donné comme un parent glisse un comprimé dans de la compote de pommes. La pensée m'a serré la poitrine, mais elle a aussi aiguisé quelque chose en moi. La trahison n'était pas seulement l'erreur d'un garçon. C'était la décision de la famille. Plus tard dans la matinée, j'ai erré jusqu'à la remise derrière la maison. Elle sentait le pain et l'huile, comme depuis des décennies. Mes mains ont effleuré les outils soigneusement alignés sur le mur. Marteau, scie, clé, tous à moi. Achetés avec mon salaire, utilisés pour construire non seulement des meubles, mais une vie. J'ai pris une petite boîte en bois sur l'étagère. À l'intérieur, des photographies. Mathieu le jour de sa première entrée, Eliane et lui le jour de leur mariage, Étienne et Émilie tout petits. Et, nichée parmi elles, une photo de Gérard et moi, tenant Mathieu dans nos bras devant cette même maison, une fois terminée. Nous avions l'air fiers, tous les deux. J'ai tracé du doigt le bord de la photo, me demandant quand la fierté s'était aigrie en possession. Mamie. La voix d'Émilie a appelé depuis le jardin. Elle a jeté un coup d'œil dans la remise, les yeux prudents. Ça va. J'ai posé la boîte. Ça va, ma chérie. Je me souvenais, c'est tout. Elle s'est approchée, ses baskets crissant sur le gravier. J'ai entendu maman parler. Elle a dit que tu pourrais déménager. J'ai souri doucement, bien que cela m'écoutait. Les gens parlent. Ça ne rend pas les choses vraies. Ses yeux ont brillé. Mais s'il essaie de les rendre vraies. Pendant un instant, j'ai voulu tout lui dire. Que sa mère et son père me poussaient déjà dehors, que les mots d'Étienne n'étaient pas un accident. Mais elle était encore une enfant, bien que sage au-delà de son âge. Je ne pouvais pas lui mettre ce fardeau sur les épaules. Ne t'inquiète pas, dis-je à la place. Cette maison a une mémoire plus longue que les gens ne le pensent. Elle sait qui lui appartient. Elle a penché la tête. Tu veux dire, comme si elle savait que c'est toi. J'ai gloussé doucement. Exactement. Elle a souri, une petite lueur d'espoir, et est retournée en courant vers la maison. Quand elle fut partie, je me suis appuyée contre l'établi. La remise était silencieuse, mais mon esprit ne l'était pas. J'ai pensé aux mots d'Éliane, au silence de Mathieu, à la trahison d'Étienne, à l'innocence d'Émilie. Et puis, comme un fil tiré d'une tapisserie, un souvenir a refait surface, un que je n'avais pas touché depuis des années. L'acte de propriété, les papiers. Quand nous avons construit cette maison, Gérard et moi, nous nous sommes assurés d'une chose, qu'elle ne tomberait jamais entre de mauvaises mains. J'avais parlé à un notaire à l'époque, une mesure de précaution qui semblait superflue, mais qui maintenant ressemblait à une prophétie. Il y avait des stipulations, des clauses cachées, des choses que même Mathieu avait probablement oubliées. Le papier, pas le bruit. C'est ce qui comptait. Pas les cris à table, pas les disputes dans les cuisines. Le papier,
Silencieux, impitoyable. J'ai quitté la remise avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Mes pas étaient lents mais déterminés alors que je traversais le jardin pour retourner vers la maison qui avait essayé de m'effacer. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait à nouveau dans le salon, j'ai pris ma chaise habituelle. La télévision braillait les rires d'une comédie qu'Eliane aimait. Mathieu était assis à côté d'elle, son bras nonchalamment posé sur le canapé. Étienne faisait défiler son téléphone. Émilie lisait tranquillement dans un coin. Personne ne m'a parlé. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait mal. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Bonne nuit, dis-je en me levant finalement. Bonne nuit, répondit Mathieu distraitement, sans me regarder. J'ai monté les escaliers, chaque marche résonnant non de solitude, mais de résolution. Ils pensaient que je m'éteignais. Ils pensaient que j'étais faible. Mais ils avaient oublié la vérité la plus simple. Les fondations ne s'effacent pas. Elles tiennent. Elles attendent. Et quand le moment est venu, elles rappellent à tout le monde qui a construit la maison au-dessus d'elles. Et j'avais l'intention de le leur rappeler bientôt. Le lendemain matin, je me suis réveillée à nouveau avant le soleil. Le sommeil ne me rendait plus beaucoup visite, mais ce jour-là, ce n'était pas seulement l'âge ou la mémoire qui me tenait éveillée. C'était un sentiment de direction, une corde qui avait été enfouie dans la poussière des années et qui tirait doucement sur moi. Je me suis assise à mon bureau à l'étage, un meuble lourd en chêne que j'avais autrefois construit moi-même avec Gérard. Les tiroirs ont grincé lorsque je les ai ouverts. Des enveloppes délavées, des reçus jaunis par le temps, des manuels d'instruction pour des machines qui avaient depuis longtemps cessé de fonctionner, des couches d'une vie vécue. Mais sous tout ce désordre, dans le tiroir du bas, collé au bois, se trouvait ce que je cherchais. Une épaisse enveloppe Kraft. Je l'ai décollée, mes doigts tremblant légèrement, non de faiblesse, mais du poids de la mémoire. À l'intérieur, l'acte de propriété de la maison, celui que nous avions signé il y a des décennies, à l'époque où mes cheveux étaient sombres et mon dos solide. À l'époque où Mathieu était encore un garçon qui me suivait partout avec des camions jouets à la main, suppliant d'aider. Mais ce n'était pas un simple acte de propriété. Je me souvenais du bureau du notaire, petit et bordé de livres qui sentaient la poussière et l'encre. Je lui avais demandé: comment puis-je m'assurer que cette maison reste toujours entre de bonnes mains? Comment l'empêcher d'être vendue ou partagée si quelque chose m'arrive? Il s'était penché en arrière, ses lunettes basses sur son nez. Il y a des moyens, des clauses. Vous pouvez lier la propriété à des conditions, à un comportement, à des rôles familiaux. Et c'est exactement ce que j'avais fait. Je relisais les mots maintenant. Mes yeux plus lents qu'autrefois, mais mon esprit vif. Les conditions étaient claires. Tant que je serais en vie, personne ne pourrait me chasser de cette maison. Ni légalement, ni par intimidation, ni même par des liens de sang qui s'aigrissent. Je me suis souri à moi-même. Le genre de sourire que personne d'autre n'était censé voir. Les chuchotements d'Eliane. La cruauté d'Étienne. Le silence de Mathieu. Il pensait pouvoir m'effacer avec des mots acérés et des regards froids. Mais ils n'avaient pas fait leur devoir. Le papier se souvient. Les gens oublient. Un coup à la porte interrompit mes pensées. La voix d'Émilie. Mamie. Entre, dis-je, glissant l'acte de propriété dans l'enveloppe et le cachant sous une pile de vieux albums photos. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur, ses cheveux détachés sur ses épaules. Tu es toujours levé si tôt. De vieilles habitudes, dis-je. Le soleil n'aime pas m'attendre, alors je ne l'attends pas. Elle sourit faiblement et s'approcha. Papa veut savoir si tu viens avec nous aujourd'hui. Il emmène maman faire du shopping pour... Eh bien, je crois que ce sont des meubles. Des meubles? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Oui, dit-elle doucement, les yeux baissés. Pour la pièce du bas. Ils ont dit qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Ces mots ont atterri lourdement. Ils voulaient effacer même les coins de la maison que je touchais encore. Je tendis la main et lui serrai doucement la sienne. Vas-y avec eux si tu veux. Je serai bien ici. Elle hésita, puis secoua la tête. Je préfère rester. Pendant un instant, j'ai vu l'enfant en elle, la petite fille qui me suivait autrefois dans le jardin, posant des questions sur chaque fleur et chaque insecte. Elle était plus âgée maintenant, prise entre des loyautés qu'elle n'avait jamais demandées. Et j'ai réalisé qu'elle était ma seule alliée dans cette maison. Alors, aide-moi avec quelque chose, dis-je. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle.
J'ai sorti un grand livre poussiéreux du bureau. Ce sont les archives de la construction de cet endroit. Chaque clou, chaque planche. J'ai tout noté. Je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre dans cette maison connaisse l'histoire. Ses yeux s'écarquillèrent en feuilletant les pages. Tu as écrit tout ça? Chaque chiffre, dis-je. Parce qu'un jour, je savais que quelqu'un demanderait qui a vraiment construit cet endroit. Et je voulais que la réponse soit prête. Elle traça du doigt l'encre délavée. Mamie, pourquoi tu me montres ça? Parce que tu dois te souvenir de ce qu'ils ont oublié, lui dis-je. Cet endroit n'est pas sorti de nulle part. Il vient du travail. De mon travail, de celui de ton grand-père. Ses lèvres se pressèrent comme si elle voulait en dire plus mais ne le pouvait pas. Au lieu de cela, elle hocha la tête. Des heures plus tard, lorsque le reste de la famille revint avec des sacs de courses et des sourires, je les observais depuis le porche. La voix d'Éliane était forte, Mathieu portait des boîtes, Étienne se vantait d'un achat qu'il avait fait. Ils passèrent devant moi sans me voir, comme si j'étais déjà un fantôme hantant les murs de la maison. Mais je n'étais pas un fantôme. Pas encore. Cette nuit-là, quand ils dormaient tous, je me suis de nouveau assise à mon bureau. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix fatiguée mais familière ne réponde. Hélène. Oui, dis-je doucement. Ça fait un moment. Une pause, puis un petit rire. Tu ne m'appelles que quand il y a des problèmes. Alors tu sais pourquoi j'appelle, répondis-je. Tu as toujours les papiers. Je les ai, dis-je. Et je pense qu'il est temps de leur rappeler ce qu'ils signifient. Il y eut un silence au bout du fil. Puis la voix s'adoucit. Faites attention, Hélène. Le papier peut protéger, mais il peut aussi détruire. Es-tu prête pour ça? Je regardai par la fenêtre. La maison se tenait sombre, silencieuse, respirant encore les souvenirs de décennies. Ma maison. Oui, murmurai-je. Je suis prête. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas du désespoir, pas de la solitude. De la détermination. Il pensait que la vieille femme s'effaçait. Mais je venais à peine de commencer à écrire le chapitre suivant. La semaine suivante, j'ai décidé de quitter la maison avant que quiconque ne se réveille. La vieille 4 litres a toussé 2 fois avant de démarrer, comme si elle n'appréciait pas d'être tirée de son long repos. Je ne l'avais pas conduite depuis des mois, peut-être un an, mais ce matin-là, le volant était stable dans mes mains, comme s'il se souvenait de moi. Le village n'avait pas beaucoup changé. Le même café-bar avec son enseigne au néon fissuré, la même quincaillerie dont la vitrine était encombrée de perceuses poussiéreuses. Mais en passant devant, je ne pouvais m'empêcher de penser à combien j'avais changé. Ou peut-être à combien on m'avait forcé à changer. Je me suis garé devant un petit bâtiment en briques avec des lettres dorées délavées sur la vitre, cabinet juridique Dubois et Associés. À l'intérieur, l'air sentait le vieux papier et le bois ciré. Derrière le bureau, un homme plus âgé a levé les yeux d'une pile de dossiers. Ses cheveux étaient plus fins maintenant, ses lunettes plus épaisses, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, précis. Hélène Dubois, dit-il en se levant. Je n'en reviens pas. Je pensais ne vous revoir que dans une notice nécrologique. J'ai souri faiblement. Pas encore, Thomas. Nous nous sommes serrés la main. Sa poigne était plus faible que dans mon souvenir, mais ferme. Il m'a conduite dans son bureau, la même pièce exiguë que je me rappelais d'il y a des années. Des livres tapissaient les murs, du sol au plafond, leur dos usé, mais fier. Alors, dit Thomas en s'installant dans son fauteuil. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tout ce temps? J'ai glissé l'enveloppe sur son bureau. Parce qu'ils ont oublié. Et j'ai besoin de le leur rappeler. Il l'ouvrit, ajustant ses lunettes en lisant. Ah, l'acte de propriété. Vous l'avez vraiment gardé toutes ces années. Malin. J'avais un pressentiment, dis-je. À l'époque, je ne savais pas de qui je le protégeais. Maintenant, je le sais. Thomas me regarda attentivement. C'est béton. Ils ne peuvent pas toucher à cette maison. Pas légalement. Mais Hélène, si vous vous engagez sur cette voie, ce ne sera pas seulement du papier. Ce sera la guerre entre ces murs. Je me suis penché en avant. Ils ont déclaré la guerre le jour où mon propre petit-fils m'a dit que je ne faisais pas partie de la famille. Le silence pesa lourdement entre nous. Puis Thomas hocha la tête. Très bien. Alors, nous allons affûter les lames.
Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai trouvé le salon à moitié vidé. Meubles disparus, murs nus. Eliane se tenait au centre, un presse-papier à la main, aboyant des ordres à 2 livreurs. Attention à ça. C'est une antiquité. Elle s'arrêta en me voyant. Oh, vous êtes de retour. Son ton n'était pas chaleureux, même pas poli, juste dédaigneux. Que se passe-t-il ici? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Un nouveau départ, dit-elle. Nous redécorons l'espace. Nous le rendons nôtre. Nôtre, répétai-je. Ma voix était calme, mais elle portait. Mathieu entra alors, les mains pleines de tringles à rideaux. Il se figea en me voyant. Pendant une seconde, la culpabilité traversa son visage, puis il se durcit. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Nous avons juste besoin que la maison soit la vôtre, l'interrompis-je. Oui, j'ai entendu. Étienne apparut derrière lui, un sourire narquois aux lèvres. Il était temps que cet endroit cesse de ressembler à un musée. Sans offense, mamie. Sans offense, dis-je lentement. C'est exactement ce que les gens disent quand ils veulent dire le contraire. La pièce devint tendue. Même les déménageurs se sentirent mal à l'aise. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Au lieu de cela, je suis passé devant eux, j'ai monté les escaliers et j'ai fermé ma porte. Mais derrière cette porte, je ne battais pas en retraite. Je planifiais. Plus tard dans la nuit, Émilie a frappé doucement. Mamie. Entre, dis-je. Elle se glissa à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. Il change tout, murmura-t-elle. La maison ne ressemble même plus à un foyer. Elle le redeviendra, lui dis-je. Fais-moi confiance. Elle s'assit sur le bord du lit, se tordant les mains. Est-ce que tu as un plan? Je la regardai. Cette petite fille, prise au milieu d'une tempête qu'elle n'avait pas créée. Elle méritait l'honnêteté, du moins en partie. Oui, dis-je. Mais ce n'est pas le genre de plan qui fait du bruit. C'est le genre qui laisse une marque que personne ne peut effacer. Elle pencha la tête. Que veux-tu dire? J'ai de nouveau sorti le grand livre du tiroir, l'ouvrant à une page pleine de chiffres et de signatures. Tu vois cette ligne? Elle se pencha plus près. Oui. C'est là que je me suis assuré que personne, ni ton père, ni ta mère, ni même Étienne, ne puisse me mettre dehors. Pas tant que je suis en vie. Cette maison est à moi jusqu'au jour où j'en déciderai autrement. Ses yeux s'écarquillèrent. Alors ils ne peuvent pas. Non, dis-je fermement. Ils peuvent essayer. Ils peuvent crier. Ils peuvent réarranger les meubles. Ils peuvent même prétendre que je n'existe pas. Mais cette maison c'est qui l'a construite. Et la loi s'en souvient, même s'ils ne s'en souviennent pas. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Alors, que va-t-il se passer maintenant? J'ai fermé le grand livre, le remettant dans le tiroir. Maintenant, nous attendons. Et quand le moment viendra, nous leur montrerons la vérité. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Mathieu au téléphone en bas. Sa voix montait par la cage d'escalier. Oui, l'annonce devrait être prête pour le mois prochain. Oui, la valeur de la propriété est élevée, surtout avec les rénovations. Nous pourrons agir rapidement une fois les papiers réglés. Je me suis assise en haut des escaliers, écoutant. Alors, c'était ça. Il ne se contentait pas de redécorer. Il se préparait à vendre. Et à cet instant, j'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Pas de la tristesse, ni même de la colère, mais de la clarté. Ils voulaient la maison sans moi. Ils voulaient m'effacer. Mais ils avaient oublié une chose. Je n'étais pas encore partie. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre. Pas à Mathieu, pas à Eliane, ni même à Étienne. À toute la famille. Cousins, oncles, voisins. Les mêmes personnes qui étaient assises à cette table en chêne quand Étienne m'a dit que je ne faisais pas partie de la famille. Ceux qui avaient détourné les yeux, complices dans leur silence. Ils allaient recevoir un rappel. Un rappel de qui avait construit les fondations sur lesquelles ils se tenaient tous. Et quand le jour viendrait de le révéler, il ne resterait plus de rire, seulement le silence. Parce que parfois, la vengeance la plus bruyante ne vient pas des cris. Elle vient du papier, de la vérité, et d'une femme qu'ils pensaient finie, mais qui ne l'était pas. Les dîners du dimanche avaient toujours été la tradition de notre famille. Bien avant qu'Eliane ne commence à les orchestrer comme des pièces de théâtre,
Mon défunt mari Gérard et moi les organisions simplement. Poulet rôti, pommes de terre, pain frais sorti du four. La nourriture importait moins que la chaleur. C'est là que Mathieu a appris à couper sa viande avec une fourchette et un couteau, là qu'Étienne a fait ses premiers pas sous cette table. Enchaîne. Mais ce dimanche était différent. Je le sentais avant même d'entrer dans la salle à manger. L'air était plus tendu, les rires plus aigus, comme si tout le monde jouait un rôle. Eliane se tenait en bout de table, arrangeant les assiettes avec la précision d'une reine. Mathieu traînait près de la fenêtre, le téléphone collé à sa paume, chuchotant à propos de valeurs de marché et de dates de clôture. Étienne était affalé sur sa chaise, ricanant à des blagues que lui seul trouvait drôles. Et tout au bout, assise, se trouvait Émilie, son regard dérivant vers moi toutes les quelques secondes, les yeux remplis de quelque chose qui ressemblait à la fois à de la peur et à de l'espoir. Elle savait. Elle était la seule à savoir ce que je portais dans la poche de ma veste. La lettre. Les mêmes cousins, oncles, voisins qui étaient là la nuit où Étienne m'a blessé avec ces mots étaient de nouveau ici. Leurs visages tournés vers le festin, vers le vin, vers n'importe quoi d'autre que moi. Je me suis assise tranquillement, pas en bout de table, pas au centre, sur le côté. Je voulais qu'il soit à l'aise. Je voulais qu'il soit sûr d'eux. Eliane a fait teinter son verre. Tout le monde, merci d'être ici. Cela signifie beaucoup pour nous de pouvoir partager cette maison avec vous tous. Cette maison. Elle l'a dit comme si c'était déjà la sienne. La pièce a bourdonné d'approbation. Fourchette grattant, verre levé. Personne ne m'a posé de questions. Personne n'a même jeté un regard dans ma direction. Et c'est là que j'ai posé lentement mes mains sur l'enveloppe dans ma poche. Le dîner a suivi son cours, les plats arrivant un par un. La conversation coulait comme une rivière qui m'emportait de plus en plus loin du rivage. Mathieu riait avec ses cousins de stratégie d'investissement. Eliane se vantait de ses projets pour la propriété. Étienne faisait des blagues sur la façon dont le vieux fauteuil de mamie craquait plus fort que les escaliers. Chaque pic atterrissait, non pas à cause de sa cruauté, mais à cause de l'indifférence qui suivait. Personne ne m'a défendu. Personne ne s'est arrêté pour me demander si j'étais à l'aise. J'étais un meuble. J'étais le tableau sur le mur, vieux, craquelé, familier et invisible. Lorsque le dessert a été servi, je me suis levée lentement, délibérément. Les rires se sont faits plus rares. Quelques fourchettes se sont figées en l'air. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, dis-je, la voix stable. J'ai juste quelque chose à lire. Mathieu fronça les sourcils. Maman, est-ce que ça peut attendre? Nous sommes. Ça ne prendra pas longtemps, l'interrompis-je. Eliane posa son verre avec un soupir. Hélène, vraiment. Mais je dépliais déjà la lettre. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne faiblissait pas. À ma famille, commençai-je. La pièce se tut, la curiosité se resserrant comme une corde. Vous pensez peut-être que cette maison est la vôtre maintenant. Vous mangez peut-être à cette table, redécorez les murs, parlez de la vendre, riez de ses grincements, et prétendez que ses fondations sont sorties de nulle part. Mais laissez-moi vous rappeler, chaque brique entre lesquelles vous êtes assis, chaque euro derrière ce repas, chaque arbre qui ombrage le jardin vient de moi. Un murmure parcourut la table. Les yeux d'Eliane se plissèrent, et Mathieu s'agita inconfortablement. Étienne ricana, mais même son ricanement faiblit quand il remarqua le silence autour de lui. J'ai continué. Pendant des années, j'ai travaillé en double poste, économisé le moindre sou, bâti un crédit brique par brique. Pas pour moi seul, mais pour cette famille. Quand vous étiez enfant, cette maison était votre terrain de jeu. Quand vous êtes devenu grand, elle a été votre refuge. Et quand Gérard est mort, elle a été mon ancre. Et pourtant, devant cette même table, mon propre petit-fils m'a dit « Tu ne fais pas partie de la famille ». Des halètements, des chuchotements. Les regards se tournèrent vers Étienne, dont le visage devint rouge. Il essaya de rire pour s'en sortir. « Oh, allez, mamie !» J'ai levé la main, le coupant. Ma voix s'est aiguisée. Il a dit que je ne faisais pas partie de la famille. Et aucun de vous n'a parlé. Pas un mot pour me défendre. Le silence est un consentement. Et dans ce silence, vous m'avez effacé. J'ai laissé les mots se déposer comme de la poussière dans une pièce où personne n'osait respirer. Puis j'ai déplié la deuxième feuille, la plus lourde, l'acte de propriété. Alors ce soir, laissez-moi vous offrir une vérité écrite non pas en sentiment, mais en droit. Cette maison est à moi. Légalement, entièrement, irrévocablement. Pas à Mathieu, pas à Eliane,
Pas à Étienne. À moi. Je détiens l'acte, signé et scellé il y a des années. Vous pouvez peindre ces murs. Vous pouvez organiser ces dîners. Vous pouvez même rêver de la vendre. Mais sans mon consentement, vous ne possédez rien d'autre que de l'air. La pièce a explosé. Quoi? Mathieu se leva d'un bond, le visage pâle. Maman, tu ne peux pas. La voix d'Eliane coupa sèchement. Vous bluffez, ce papier. J'ai posé le document à plat sur la table, le faisant glisser vers l'avant. Voyez par vous-même. Les cousins se sont penchés, les chuchotements fusant comme des étincelles. C'est vrai, murmura l'un d'eux. Son nom est juste là. Eliane l'a arraché, le parcourant furieusement, les lèvres pincées. Mathieu se frotta la tempe, faisant les 100 pas comme si la marche pouvait effacer l'encre. Étienne resta figé, la bouche entr'ouverte, pris entre l'incrédulité et la fureur. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement dit, vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié que je suis toujours là. Que pendant que vous m'effaciez en paroles, je suis resté en pierre et en papier, dans chaque coin de cette maison. Vous pouvez vouloir que je parte, mais vous ne pouvez pas effacer la vérité. Ni ce soir, ni jamais. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Pas gêné, pas dédaigneux. Lourd, honteux. Les yeux d'Émilie brillaient, la fierté scintillant à travers ses larmes. Elle fut la première à applaudir, juste une fois, doucement. Pas en célébration, mais en reconnaissance. Et dans ce son unique, l'équilibre de la pièce a basculé. Personne n'a ri. Personne n'a trinqué. Pour la première fois depuis des années, ils étaient forcés de me voir. Cette nuit-là, après que les invités soient partis dans une confusion feutrée, Eliane a fait irruption dans ma chambre. Vous nous avez humiliés, siffla-t-elle. Devant tout le monde. Je la regardai calmement. Non. Je vous ai rappelé la vérité. Il y a une différence. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Vous pensez que c'est fini? Vous pensez qu'un bout de papier vous rend intouchable? Je me suis adossée à ma chaise, calme. Pas intouchable. Juste inamovible. Il y a une différence là aussi. Ses yeux flamboyaient, mais elle n'avait plus de mots. Elle a claqué la porte derrière elle, et seule dans le calme, je me suis permis un sourire. Pas un grand sourire, pas triomphant, mais stable. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas invisible. Il m'avait vu. Et il s'en souviendrait. Le matin après le dîner, la maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Pas de tintement d'assiette, pas de rire filtrant à travers les murs, juste le silence, un silence épais et mal à l'aise. Je me suis réveillée. Avant l'aube, comme toujours, j'ai fait bouillir de l'eau pour le café et je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine. La vapeur s'enroulait vers le haut, l'odeur terreuse et rassurante. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas invisible. Mais je savais aussi ce que signifiait le silence. Ce n'était pas la paix. C'était un complot. Vers le milieu de la matinée, je les ai entendus. La voix de Mathieu en bas. Urgente, basse. Celle d'Eliane, plus aiguë, coupant comme une lame. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer comme ça, claqua Eliane. Comprends-tu ce qu'elle a fait hier soir? Devant tout le monde. Je sais, marmonna Mathieu. Mais crier ne résoudra rien. Tu ne comprends pas. Ils ont vu l'acte de propriété, Mathieu. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Elle nous a fait passer pour des squatteurs dans notre propre maison. Il y eut une pause. Puis Mathieu soupira. Je vais appeler Robert. Le nom m'a frappé comme une pierre jetée dans une eau calme. Robert, son ami avocat. Un homme qui trouvait toujours des failles dans les contrats, qui s'était vanté un jour lors d'un barbecue de faire disparaître les problèmes pour ses clients. Alors, ils allaient se battre. Pas avec des mots, pas avec la culpabilité. Avec la loi. Je suis resté à l'étage, écoutant. Étienne s'est joint à la conversation. Sa voix portait la suffisance de quelqu'un qui n'avait jamais rien gagné mais supposait que tout lui était dû. Et alors, si le nom de mamie est dessus, dit Étienne. Elle est vieille. Elle n'utilise même pas la moitié de la maison. On trouvera un moyen. Une procuration, peut-être. Ou, je ne sais pas, la faire déclarer inapte. Me faire déclarer inapte. Le mot pesait lourd dans ma poitrine, plus lourd que le rire désinvolte d'Étienne qui suivit. Eliane saisit l'idée instantanément. Exactement. Elle est seule depuis trop longtemps.
Les gens le croiront. Il nous faut juste les bons papiers. Mathieu hésita. C'est extrême. Mais Éliane insista, sa voix d'acier. Tu veux perdre cette maison? Tu veux que tout le monde chuchote sur la façon dont ta propre mère t'a humilié? Parce que c'est ce qu'ils font en ce moment. Tu as vu leur visage. Tu veux vivre avec cette honte? Mathieu ne répondit pas, ce qui, d'après mon expérience, signifiait son accord. Plus tard cet après-midi-là, le téléphone sonna. Je le laissai sonner 3 fois avant de répondre. Madame Dubois? Demanda une voix sèche. Oui. Ici maître Robert Mercier, avocat. Je représente votre fils, Mathieu, et sa femme, Éliane. J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. Déjà. Sa voix était douce, exercée. Ils ont des inquiétudes quant à votre capacité à gérer la propriété. Ils aimeraient discuter des options avant de prendre d'autres mesures. D'autres mesures? Demandai-je. Tutelle, transfert d'autorité. Nous pouvons faire ça discrètement, Madame Dubois, ou ça peut devenir compliqué. J'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce que même lui se sente mal à l'aise. Puis j'ai dit calmement, Maître Mercier, on m'a sous-estimé toute ma vie. Par mes patrons, par les banques, même par ma propre famille. Mais laissez-moi vous assurer que la seule erreur que les gens font toujours, c'est de prendre le silence pour de la faiblesse. S'ils souhaitent poursuivre dans cette voie, dites-leur que je serai prête. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, Émilie est passée. Elle s'est glissée par la porte de derrière, sa présence douce mais urgente. Mamie, murmura-t-elle, ils sont sérieux. J'ai entendu papa parler au téléphone. Maman est déjà en train de rédiger quelque chose. Ils veulent te pousser dehors légalement. Ses mains tremblaient. Elle avait 22 ans, trop jeune pour porter ce genre de poids. Pourtant, la voilà, portant la vérité que personne d'autre n'osait partager avec moi. J'ai posé ma main sur la sienne. Laisse-les essayer, dis-je. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais, je n'ai pas peur de leurs papiers, Émilie. J'ai les miens. Et plus que ça, j'ai quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. La patience. Les jours suivants se déroulèrent comme une partie d'échecs. Éliane faisait défiler des voisins dans la maison, laissant entendre qu'elle allait bientôt faire des changements. Mathieu rentrait tard, probablement avec Robert, préparant la requête qu'il pensait pouvoir m'effacer. Étienne se pavanait comme un prince en attente, s'appropriant déjà des espaces comme si la maison était son royaume. Mais j'ai aussi joué mes coups. Silencieusement. Je suis allé au bureau du cadastre. J'ai demandé des copies de l'acte de propriété, certifié conforme, tamponné, irréfutable. J'ai demandé un historique du titre de propriété montrant que la maison était à moi depuis le jour où Gérard et moi avions signé les papiers. J'ai sécurisé chaque bribe de preuve dont j'aurais besoin pour affronter leur tempête. À la banque, j'ai mis à jour mes comptes, mis en place des protections et fait en sorte que les relevés me parviennent directement, et non à l'adresse partagée. Au cabinet de mon avocat, Thomas, je lui ai expliqué la situation. Il s'est adossé à sa chaise, ajustant ses lunettes. Ils essaieront de prouver votre incompétence, dit-il. Et vous prouverez le contraire. Rapport de médecin, évaluation, témoin. Vous êtes lucide, Hélène. Diable, vous êtes plus vive que la plupart des gens de la moitié de votre âge. Ils regretteront de vous avoir sous-estimé. J'ai hoché la tête. Bien. Commençons. Le véritable tournant est survenu une semaine plus tard. Éliane a organisé un autre dîner. Cette fois, plus petit, plus sélect, juste la famille proche, et Robert, présenté sous le prétexte d'être un ami de la famille. Je me suis assise à table, silencieuse, observant. Robert souriait trop, riait trop facilement, ses yeux calculant chaque regard. À mi-chemin du repas, Éliane a tapoté son verre. « Maman, nous avons réfléchi. C'est beaucoup de travail de gérer cette maison seule. Les factures, l'entretien, les responsabilités. Ne serait-ce pas plus facile si tu nous laissais t'aider? Nous pourrions te soulager d'un fardeau. » J'ai posé ma fourchette. Et par aider, vous voulez dire que je vous la cède. Mathieu s'est éclairci la gorge. Ce n'est pas comme ça. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Robert est intervenu, la voix douce comme de l'huile. Madame Dubois, ces choses arrivent tout le temps. Les familles consolident leurs actifs, rationalisent les responsabilités. Vous n'auriez plus à vous inquiéter. Je me suis adossée, étudiant chaque visage.
La douceur forcée d'Éliane, la sueur nerveuse de Mathieu, le tapotement agité d'Étienne sur son téléphone. Et Émilie. Émilie, assise tranquillement, se mordant la lèvre, priant pour que je ne cède pas. Finalement, j'ai dit, vous savez, j'ai réfléchi aussi. Au fardeau, à la responsabilité. À la facilité avec laquelle on peut les confondre avec des chaînes. Éliane a souri, pensant m'avoir eu. Exactement, maman. Je l'ai interrompu. Mais vous oubliez quelque chose. Les chaînes peuvent être brisées. Les fardeaux peuvent être déplacés. Et la responsabilité reste avec celui qui l'a méritée. La pièce se figea. Le sourire de Robert se crispa. Madame Dubois. Je me suis penchée en avant, la voix basse, délibérée. Cette maison est à moi. Mon nom est sur chaque ligne qui compte. Et si vous me poussez, si vous déposez un seul papier, si vous chuchotez un seul mot sur l'incompétence, alors je ne défendrai pas seulement ce qui est à moi. J'exposerai chaque mensonge, chaque manipulation, chaque humiliation que vous m'avez infligée. Et je vous promets que la honte que vous ressentez maintenant ne sera rien comparée à ce qui s'en vient. Silence. Un silence épais, suffocant. Étienne a marmonné, vous bluffez. Je l'ai regardé, fixement. Essayez-moi. Cette nuit-là, bien après qu'ils soient tous allés se coucher, je me suis de nouveau assise à la table de la cuisine. La maison craquait, non pas de trahison cette fois, mais comme si elle retenait son souffle avec moi. Je n'étais pas naïve. Je savais qu'ils insisteraient. Mais je savais aussi quelque chose qu'ils ignoraient. La vengeance n'a pas besoin de crier. Elle attend. Elle se construit. Et la mienne venait à peine de commencer. La lettre est arrivée un mardi. Une enveloppe blanche impeccable, glissée sous la porte d'entrée entre l'aube et le milieu de la matinée. Je savais que ce n'était pas un mot d'un voisin ou une facture. Non, celle-ci avait un poids, le genre de poids que seul le papier timbré peut avoir. Quand je me suis baissée pour la ramasser, le sceau m'a tout dit. Tribunal d'instance, division des tutelles. Il l'avait fait. Je me suis assise à table, l'enveloppe non ouverte, sirotant mon café lentement. Le son de la cuillère tapant contre la porcelaine était régulier, délibéré. Finalement, je l'ai déchiré. À l'intérieur se trouvait la notification. Mathieu et Éliane avaient déposé une requête de mise sous tutelle, citant des « préoccupations » quant à la capacité d'Hélène Dubois à gérer son patrimoine. Des préoccupations. C'était le mot qu'ils avaient choisi. Pas des preuves, pas des faits. Des préoccupations. Ma première réaction ne fut pas la colère. Ce fut presque de l'amusement. Après toutes ces années à élever Mathieu, à le voir devenir un homme, c'était ce qu'il avait trouvé, me déclarer incompétente. Mais la piqûre est venue après. Non pas du papier, mais de la pensée que mon propre sang, mon fils, m'avait regardé et avait décidé que je n'étais pas apte à me tenir sur mes propres deux jambes. Cette trahison pesait plus lourd que n'importe quelle convocation au tribunal. Ce soir-là, je n'ai pas caché la lettre. Je l'ai placée au centre de la table de la salle à manger, où tout le monde pouvait la voir. Mathieu l'a remarqué le premier en entrant, suivi d'Éliane. Ses yeux ont croisé les miens, puis se sont posés sur le papier. « Maman, je... » Éliane l'a interrompu. « C'est pour ton bien, Hélène. Tu as eu des difficultés. La maison est trop grande. Les finances, les décisions. » Je me suis levée, lente et délibérée, mes mains posées sur le dos de la chaise. Des difficultés. Ma voix était calme, mais elle portait un tranchant capable de fendre son ton répété. Vous oubliez, dis-je, que j'ai bâti cette maison de mes propres mains avec Gérard. Brique par brique, salaire par salaire. Si c'est votre définition de la difficulté, alors je suppose que j'ai eu des difficultés toute ma vie. Étienne, avachi à proximité, ricana. Mamie, ce n'est pas personnel. C'est juste pratique. Tu ne peux pas t'accrocher à tout pour toujours. La fourchette d'Émilie tomba bruyamment sur son assiette. Comment peux-tu dire ça, Étienne? C'est ta grand-mère. Étienne haussa les épaules, les yeux rivés sur son téléphone. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit nous entraîner tous dans sa chute. Les mots ont coupé plus profondément qu'ils ne le réalisaient. Je n'ai pas bronché, cependant. J'ai juste laissé le silence s'installer jusqu'à ce que même le faux sourire d'Éliane vacille. Puis j'ai dit, très bien. Laissons le tribunal décider. Mais comprenez ceci, la loi n'est pas influencée par des chuchotements à une table de dîner. Elle écoute les preuves. Et j'en ai beaucoup. Le lendemain matin,
je suis allé voir Thomas, mon avocat. Son bureau sentait les vieux livres et le cuir, le genre d'endroit où la vérité semble plus lourde que les mensonges. Il a parcouru la requête, son front se plissant à chaque ligne. Ils jouent la carte de l'incompétence, dit Thomas sans détour. Ils essaieront de prétendre que vous ne pouvez pas gérer vos affaires. C'est sournois, mais pas rare. Et il se pencha en arrière, tapotant le papier. Et ils auront besoin de preuves. Des expertises médicales, des témoignages. Ils n'ont pas ça. Vous êtes lucide, Hélène. Diable, vous êtes plus vive que la plupart des gens que je vois passer ici. J'ai souri faiblement. Alors, on se bat. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire. On ne se bat pas seulement. On se prépare. Évaluation médicale, témoins, relevé financier. Tout ça, béton. Quand on aura fini, non seulement ils perdront le procès, mais ils regretteront de l'avoir intenté. Une semaine plus tard, j'ai passé ma première évaluation. La doctoresse, une femme sévère mais juste, m'a posé toutes les questions possibles. Dates, chiffres, souvenirs et même l'actualité. J'ai répondu à chacune sans hésitation. À la fin, elle a posé son stylo. Madame Dubois, dit-elle, vous n'êtes pas seulement compétente, vous êtes précise. Je serai heureuse de témoigner en ce sens. Cette nuit-là, j'ai glissé l'évaluation dans mon dossier grandissant de documents. Actes, relevés bancaires, lettres notariées. Ma forteresse de papier se renforçait à chaque page. Mais la vengeance n'est pas seulement une question de défense. Il s'agit de trouver les failles dans l'armure de l'adversaire. Et c'est là qu'Émilie m'a aidé. Un soir, elle est venue avec son ordinateur portable, le visage pâle et déterminé. « Mamie, tu devrais voir ça. » Elle a tourné l'écran vers moi. Des emails, des dizaines, entre Eliane et Robert. « Il ne voulait pas que je trouve ça, » murmura Émilie. J'utilisais l'ordinateur de maman pour imprimer quelque chose et son compte était encore connecté. J'ai lu les lignes, mes mains stables, bien que mon cœur battait la chamade. Eliane ne se contentait pas de demander la tutelle. Elle et Robert discutaient des moyens d'accéder à mes comptes avant même que la requête ne soit déposée. Si nous pouvons faire déclarer Hélène inapte, lisez un email, nous pourrons transférer les fonds sans délai. Mathieu suivra. Il suit toujours. Voilà. Pas de préoccupation, pas de devoir familial. La cupidité. Le tournant est survenu quelques nuits plus tard, lors d'un autre dîner tendu. Eliane s'est versé du vin, ses yeux brillants d'une fausse patience. « Maman, dit-elle doucement, la date d'audience approche. Tu peux nous épargner à tous bien des ennuis si tu signes simplement la procuration. Nous nous occuperons du reste. » J'ai posé ma fourchette. « Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas ?» Son sourire s'est aiguisé. « Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de te protéger. » J'ai sorti de ma veste une feuille de papier pliée. L'email. Je l'ai fait glisser sur la table, observant son visage alors qu'elle lisait ses propres mots. La couleur a quitté ses joues. Mathieu s'est penché, la confusion se transformant en panique. Étienne a haussé les sourcils, prêtant soudainement attention. Je me suis adossé. Me protéger, ou protéger votre accès à mes comptes. Eliane a bafouillé. Où as-tu eu ça? Disons simplement, ai-je répondu doucement, que les écrits restent quand les paroles s'envolent. La pièce est tombée dans le silence. Même Étienne avait l'air secoué. Les yeux d'Émilie ont croisé les miens. Et dans ce moment de calme, nous savions toutes les deux que le vent avait tourné. Cette nuit-là, seule à la table de la cuisine, j'ai ouvert le dossier de documents. Actes, évaluation, preuve de compétence, et maintenant leurs propres mots, preuve de leur intention. Ils pensaient jouer aux échecs, déplaçant leurs pions avec soin. Mais ils n'avaient pas remarqué que la reine se tenait toujours là, tranquillement, attendant son heure. La maison a gémi doucement, le bois s'installant dans la nuit. Pour eux, cela pouvait ressembler à de la faiblesse, à de la vieillesse, à de la décomposition. Mais pour moi, cela sonnait comme une respiration. Stable, patiente, vivante. La bataille n'était pas terminée. Non, elle ne faisait que commencer. Et j'étais prête pour chaque coup. Le tribunal était plus froid que ce à quoi je m'attendais. Pas en température, non. La climatisation bourdonnait sans relâche, mais en esprit. Les sols en marbre brillaient, reflétant chaque pas pressé, chaque hésitation nerveuse. Les gens entraient et sortaient, serrant des documents, des chuchotements rebondissant contre les murs comme des oiseaux piégés.
Je suis entrée lentement, ma canne tapant légèrement contre le sol. Non pas parce que j'en avais besoin, ce n'était pas le cas. Mais je voulais qu'il me voie comme stable, délibérée, une femme en contrôle de ses pas. Émilie était à mes côtés, serrant son carnet, le menton haut, avec un défi qu'elle ne prenait pas la peine de cacher. Mathieu et Eliane étaient déjà là, assis avec Robert, leur avocat, qui se penchait près d'eux. Les yeux d'Eliane se sont posés sur moi, rapides, vifs, puis sont revenus sur ses papiers. Mathieu a évité mon regard complètement. Étienne a ricané, comme si c'était une sorte de jeu qu'il avait déjà gagné. La voix de l'huissier a percé le brouhaha. Affaire numéro 4821, concernant la tutelle d'Hélène Dubois. Ça commençait. La juge était une femme grande aux cheveux gris acier tirés en un chignon serré, ses lunettes perchées bas sur son nez. Sa voix portait l'autorité sans avoir besoin de volume. Nous sommes ici aujourd'hui pour statuer sur la requête de mise sous tutelle déposée par Mathieu Dubois et Eliane Dubois concernant l'incapacité présumée de Madame Hélène Dubois. Ses yeux se sont posés sur moi, vifs et évaluateurs. Madame Dubois, êtes-vous prête à procéder? Je me suis levée lentement, hochant la tête. Oui, Madame la juge. Nos avocats ont commencé. Le conseil d'Eliane et Mathieu a dressé un portrait de moi comme étant fragile, confuse et incapable de gérer les affaires les plus simples. Il m'a décrite comme une femme qui laissait des factures impayées, qui oubliait les noms, qui était un danger pour elle-même. Chaque phrase dégoulinait d'une préoccupation répétée, bien que tout le monde dans la pièce puisse entendre le sous-entendu. Il voulait le contrôle. Je suis restée assise, les mains jointes, sans interrompre. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Puis Thomas, mon avocat, s'est levé. Il était calme, ses mots précis. Madame la juge, ce que nous avons ici n'est pas une préoccupation pour le bien-être de Madame Dubois. C'est de la cupidité. C'est une tentative calculée de priver une femme de ses droits, orchestrée par ceux qui ont un intérêt financier. Et nous avons des preuves. Il m'a fait signe. Madame Dubois, voudriez-vous venir à la barre? Le trajet jusqu'à la barre des témoins m'a semblé plus long qu'il ne l'était. Chaque pas résonnait. J'ai posé ma main sur la Bible, j'ai prêté serment, puis je me suis assise. Thomas m'a posé des questions. D'abord des dates, des chiffres, des événements récents. J'ai répondu à tout clairement, délibérément. Ni pressée, ni hésitante. Juste stable. La juge s'est penchée en avant, son expression illisible, mais attentive. Puis sont venues les évaluations médicales. La doctoresse a témoigné, sa voix calme et autoritaire. À mon avis professionnel, Madame Dubois est pleinement compétente. Ses capacités cognitives sont vives, sa mémoire précise. Elle est entièrement capable de gérer ses propres affaires. L'avocat d'Eliane s'est agité inconfortablement, feuilletant des papiers qu'il ne voulait plus lire à voix haute. Puis Thomas a joué sa dernière carte. Il a remis à l'huissier une série de mets imprimés. Les propres mots d'Eliane, conspirant avec Robert. La juge les a lus en silence, ses lèvres se pressant en une ligne fine. Puis elle a levé les yeux, son regard transperçant Eliane comme une lame. Madame Dubois, dit-elle, comment expliquez-vous cela? Eliane a bafouillé. C'est sorti de son contexte. Je discutais juste de situations hypothétiques. La juge l'a interrompu. Des situations hypothétiques sur le transfert de fonds d'un patrimoine que vous ne contrôlez pas encore. Mathieu a enfoui son visage dans ses mains. Le ricanement d'Étienne a disparu. Robert s'est enfoncé plus bas dans son siège. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Madame la juge, dis-je doucement, je suis peut-être vieille. Mes mains tremblent peut-être quand je lève ma tasse de café. Mes genoux me font peut-être mal quand je monte les escaliers. Mais incompétente? Non. Ce qu'ils ont pris pour de la faiblesse, c'est de la patience. Ce qu'ils ont pris pour de la confusion, c'est de la retenue. J'ai construit ma vie avec un travail acharné et des sacrifices, et je ne la livrerai pas à ceux qui confondent amour et droit acquis. Le silence dans la salle était différent cette fois. Lourd, indéniable. La juge a finalement parlé. La requête est rejetée. Madame Dubois est compétente et conservera le plein contrôle de son patrimoine. De plus, ce tribunal estime que les requérants ont agi de mauvaise foi. De futures actions de cette nature ne seront pas tolérées. Le marteau s'est abattu, sec, définitif. Après, alors que les gens sortaient, le visage d'Eliane était pâle, ses mains tremblaient en rassemblant ses affaires.
Mathieu n'a pas voulu croiser mon regard. Étienne a marmonné quelque chose à voix basse, mais sa bravade avait disparu, brisée par l'écho du marteau. Émilie m'a serré la main. Tu l'as fait, mamie. Je l'ai regardée, la voix stable. Non, Émilie. Nous l'avons fait. Ce soir-là, je me suis assise à la même table en chêne où la trahison avait été prononcée pour la première fois. La maison a gémi doucement, comme si elle exhalait la tension qu'elle avait retenue. J'ai posé les papiers du tribunal, nets et précis. Le combat n'était pas terminé. Pas encore. Les familles ne se défont pas en une seule décision de justice. Il y aurait des chuchotements, des représailles, des tentatives de se regrouper. Mais les fondations avaient bougé. Ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que l'âge signifiait la reddition. Au lieu de cela, cela signifiait l'endurance. Et l'endurance gagne les guerres. La nuit après l'audience, la maison était trop silencieuse. Pas le silence paisible, mais le silence fragile d'un lieu qui retient son souffle. Je me suis assise seule à la table en chêne, celle-là même où mon petit-fils m'avait déclaré non-famille. La surface polie reflétait la lueur de la lampe au-dessus, mais elle semblait plus froide maintenant, comme si elle se souvenait de chaque mot, chaque ricanement, chaque regard détourné. Émilie est entrée, portant 2 tasses de tisane. Elle en a posé une devant moi, ses mains tremblant. Légèrement. « Mamie, dit-elle, tu as gagné aujourd'hui. Tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. » J'ai hoché la tête, enroulant mes doigts autour de la chaleur de la tasse. Oui, Émilie, mais leur prouver qu'ils ont tort ne signifie pas toujours que tu as gagné. Cela signifie simplement que la guerre a changé de terrain. Le dîner de famille qui a suivi n'a pas été une célébration. C'était plutôt une trêve conclue après une embuscade ratée. Eliane ne m'a pas regardé une seule fois, sa fourchette grattant son assiette par petits mouvements secs. Mathieu ne parlait que lorsqu'on lui posait directement une question, ses mots brefs. Étienne était assis, raide, son arrogance percée, mais pas disparu. Robert n'est pas venu du tout. L'air était lourd, épais du son de la mastication et de la toux forcée occasionnelle. Finalement, Mathieu s'est éclairci la gorge. Maman, je ne voulais pas en arriver là. L'affaire de la tutelle. On s'inquiétait juste pour toi. J'ai posé ma fourchette lentement, délibérément. Inquiet ou intéressé. Le cliquetis du métal contre la porcelaine a résonné plus fort que ces mots. Eliane a sauté sur l'occasion, sa voix cassante. Nous pensions que tu ne pouvais peut-être plus tout gérer. Ce n'était pas malveillant. Je l'ai regardé, puis mes yeux se sont posés sur lui, stable. Les emails ne mentent pas, Eliane. Les relevés bancaires non plus. La malveillance, ce n'est pas toujours crier ou claquer les portes. Parfois, c'est planifier des dîners autour de ce que vous gagnerez quand quelqu'un d'autre sera parti. La pièce se figea. Étienne marmonna, on pensait juste à l'avenir. Je me suis adossée à ma chaise, le bois craquant sous moi. Et vous pensiez que l'avenir ne m'incluait pas. Plus tard dans la nuit, lorsque la vaisselle fut faite et que tout le monde s'était dispersé dans des coins séparés de la maison, Émilie m'a trouvée sur le porche. Elle a resserré son pull, son visage pâle au clair de lune. « Ils ne comprennent pas, murmura-t-elle. Ils pensent que l'argent est toute l'histoire. Ils ne te voient pas, toi. » J'ai posé ma main sur la sienne. C'est l'erreur qu'ils ont faite toute leur vie, Émilie. Ils voient ce que je possède, pas qui je suis. Elle hésita, puis se pencha plus près. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» La question flottait dans l'air frais de la nuit. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Pas le genre de sourire qui cache la douleur, mais celui qui sait exactement ce qui va suivre. Je vais le leur rappeler, dis-je doucement. D'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Le rappel a commencé tranquillement. J'ai rappelé mon avocat, Thomas. Préparez les papiers, lui ai-je dit. Tout. Les fiducies, les transferts, les révisions finales. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit, je les aurai prêts. 2 jours plus tard, j'ai invité de nouveau la famille à une réunion. Ils sont venus, bien que la réticence se lisait dans leurs yeux. Peut-être pensaient-ils que je m'étais adoucie. Peut-être pensaient-ils que je voulais une réconciliation. Ils se sont assis de nouveau à la table en chêne, ce morceau de bois maudit et sacré. La maison semblait écouter. Je me suis tenue en bout de table, des papiers soigneusement empilés dans mes mains. Ma canne reposait contre la chaise à côté de moi, bien que je n'en ai pas besoin. Je vous ai appelé ici, commençai-je,
Parce que les familles ne devraient pas se décider dans les salles d'audience. Elles devraient se décider dans les foyers. Mathieu s'agita mal à l'aise. Éliane croisa les bras. Étienne tapota des doigts contre le bois. Émilie était assise en silence, son regard fixé sur moi. J'ai posé les papiers. Voici l'avenir dans lequel vous vouliez me précipiter. Mon patrimoine, ma propriété, ma maison. Vous vouliez le contrôle, alors je vous donne une réponse. J'ai fait glisser la première page sur la table. Étienne l'a saisie, l'a parcourue, puis son visage a perdu toute couleur. Qu'est-ce que c'est ? Marmonna-t-il. Mathieu la lui arracha, ses yeux s'écarquillant. Tu as tout changé. Éliane se pencha en avant, sa voix aiguë. Ça dit que nous ne sommes plus bénéficiaires. J'ai hoché la tête, calme. Correct. J'ai placé mon patrimoine dans une fiducie. Émilie en est l'unique bénéficiaire. Chaque brique, chaque euro, chaque souvenir lui revient. Le silence a été brisé. Étienne a frappé la table de sa main. Tu ne peux pas simplement nous effacer. Je l'ai regardé, ma voix stable comme la pierre. C'est toi qui m'as effacé le premier. Tu te souviens ? La pièce a éclaté. Mathieu a essayé d'argumenter. La voix d'Éliane était stridente, Étienne furieux. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les papiers étaient signés, scellés et légaux. Leur protestation était du bruit. Le papier avait parlé. Émilie était assise, figée, les lèvres entr'ouvertes de choc. Elle murmura, « Mamie, je n'ai pas demandé ça. » Je me suis tournée vers elle, mes yeux s'adoucissant. « Je sais que non. C'est pourquoi tu le mérites. » Cette nuit-là, bien après qu'il soit parti en trombe, la maison s'est enfin sentie différente. Pas silencieuse, pas lourde. Vivante. Émilie était assise à côté de moi, sa tête sur mon épaule. « Ils ne te pardonneront jamais, dit-elle. » J'ai pris une lente inspiration. Le pardon n'est pas le but, Émilie. La mémoire l'est. Ils se souviendront de cette nuit. Ils se souviendront que je n'ai pas été effacée, que j'ai eu le dernier mot. Et alors que la maison exhalait, que la table en chêne brillait sous la faible lumière, je savais que la guerre était terminée. Non pas parce que je les avais détruits, mais parce que je m'étais réappropriée. Le matin après la tempête, je me suis réveillée sous les rayons du soleil qui traversaient les rideaux. Pour la première fois depuis des mois, il ne semblait pas être un intrus. Il ressemblait à un vieil ami, réchauffant les bords d'une vie que je croyais devenue définitivement froide. Émilie était déjà réveillée. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de faire du café, fredonnant doucement. Elle a levé les yeux quand je suis entrée et m'a souri si sincèrement que cela a transpercé les résidus d'amertume qui s'accrochaient à moi. « Mamie, » dit-elle doucement, me tendant une tasse. « Tu te sens plus légère. » J'ai pris le café, inhalant la vapeur. « Oui, » dis-je. Mais la légèreté n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est juste le poids d'une bataille terminée, tandis que d'autres attendent leur tour. Elle a penché la tête, m'étudiant comme seule une personne qui vous voit vraiment peut le faire. Le regrettes-tu ? De les avoir exclus ? Je me suis assise à la table en chêne, le champ de bataille des mots, le témoin silencieux de la trahison et de la justice. Passant mes doigts sur ses rainures, j'ai laissé la question en suspens. Non, ai-je finalement répondu. Je ne le regrette pas. Ce que je regrette, c'est qu'on en soit arrivé là. Que l'amour se soit transformé en compte et le sang en monnaie d'échange. Les jours ont passé. La maison s'est apaisée. Éliane, Mathieu et Étienne ne sont pas revenus. Pas un appel, pas un message. Le silence était leur protestation, leur punition, peut-être même leur honte. Je n'attendais pas de réconciliation. Je n'y aspirais plus. Un soir, alors que j'étais assise sur le porche, Émilie m'a rejointe avec une boîte. J'ai trouvé sa dent. Le grenier, dit-elle en la posant à côté de moi. Elle était vieille, couverte de poussière. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, des photographies, des lettres jaunies et de petits jouets. La petite voiture de mon petit-fils Étienne était au-dessus, sa peinture écaillée, mais les roues toujours intactes. Émilie l'a ramassée. C'était la sienne. Oui, dis-je, la voix basse. Je la lui ai donnée quand il avait 5 ans. Il l'emmenait partout. Je pensais que des moments comme ça nous porteraient pour toujours. Émilie a reposé la voiture avec précaution. Peut-être qu'elle l'a porté plus loin que tu ne le penses. Peut-être qu'il a juste oublié le chemin qu'il avait parcouru avec toi le tenant par la main.
Ces mots se sont logés dans ma poitrine. Peut-être que l'oubli était la véritable trahison, pas la malveillance. Des semaines plus tard, Thomas, mon avocat, est passé avec les derniers papiers. En partant, il m'a serré fermement la main. Madame Dubois, la plupart des gens attendent trop longtemps. Vous avez agi à temps. J'ai hoché la tête, mais après son départ, je suis restée à regarder l'allée. Agir à temps. C'était une phrase destinée à réconforter, mais elle portait sa propre douleur. Le temps était à la fois un allié et un voleur. Cette nuit-là, Émilie et moi nous sommes de nouveau assis ensemble. Elle m'a demandé doucement, « Que feras-tu du reste de tes jours, mamie ?» J'ai pensé à la maison, au silence, à la fracture des liens familiaux. Puis j'ai pensé au rire des voisins, à la chorale de l'église, au jardin derrière qui attendait de refleurir. Je vivrai, dis-je simplement. Pas dans leur ombre, pas dans l'amertume. Je vivrai, et je laisserai cette maison vivre à nouveau. Mais le destin, semblait-il, avait encore un tour à jouer. Une lettre est arrivée, écrite d'une écriture tremblante. C'était de Mathieu. « Maman, » commençait-elle. « Je n'attends pas de pardon. Je ne m'attends pas à être dans ton testament, ni même de nouveau à ta table. Mais j'ai besoin que tu saches que ce n'était pas seulement la cupidité. C'était la peur. La peur de perdre le contrôle. La peur de te voir t'affaiblir sans savoir comment l'arrêter. J'avais tort. Nous avions tort. Étienne ne le voit pas encore. Et Eliane ne le verra peut-être jamais. Mais moi, je le vois. Si rien d'autre, je veux te remercier de m'avoir rappelé d'où je viens. Et de m'avoir rappelé que le silence ne signifie pas l'absence. Mathieu. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot semblait à la fois un baume et une lame. Émilie a touché mon bras. Vas-tu lui répondre? J'ai plié lentement la lettre, la glissant de nouveau dans son enveloppe. Pas encore. Parfois, le silence est la seule réponse qui a du poids. Il a besoin de méditer sur ce qu'il a écrit. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reconstruit. Non pas des murs ou des richesses, mais le rythme d'une vie qui valait la peine d'être vécue. Émilie et moi avons planté des rosiers dans le jardin. J'ai commencé à écrire mes propres lettres, non pas pour les envoyer, mais pour les laisser derrière moi. Des lettres de mémoire, de vérité, de l'amour qui existait avant d'être corrompu. Et dans les moments calmes, je m'asseyais à la table en chêne et je pensais à la nuit où Étienne a dit « Tu ne fais pas partie de la famille ». Il avait tort. Je suis la famille. Parce que je l'ai construite, nourrie, portée. Même s'ils se sont détournés, la vérité ne disparaît pas avec leur aveuglement. La famille, ce n'est pas qui hérite de votre maison. C'est qui hérite de votre cœur. Un dimanche matin chaud, Émilie et moi sommes allés à l'église. Le soleil était doux et l'air portait l'odeur des roses en fleurs. Alors que nous étions assises sur les bancs, entourés de voisins qui me saluaient avec des sourires, j'ai réalisé quelque chose de profond. Pendant des années, j'avais eu peur de l'effacement. Peur de mourir comme un fantôme dans ma propre maison. Une note de bas de page dans l'histoire de ma propre famille. Mais maintenant, je voyais la vérité. L'effacement n'arrive que si on le laisse faire. Je m'étais réinscrite dans l'histoire. Pas par la colère, mais par l'action. Pas par le bruit, mais par le papier. Et dans les yeux d'Émilie, dans son rire dans le jardin que nous cultivions ensemble, j'étais vivante. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait une fois de plus, j'ai murmuré dans le silence, non avec amertume, mais avec paix. Ils ont essayé de m'effacer, mais je suis toujours là. Et je serai toujours là. Et la maison, ma maison, a exhalé. Non pas de chagrin cette fois, mais avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Merci de m'avoir rejointe dans ce voyage. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran.